Dominique Jean-Baptiste et Léon Civil réalisent cette édition mise en onde par Harry Junior Desia à l'antenne Enoch Charisma et Darbouz Figaro. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour, bonne journée et bonne semaine Charisma. Bonjour Darbouz, bonjour à tous et à toutes. Bonne journée, bonne semaine. Un haut gradé de l'armée dominicaine, le capitaine Ruben Antonio Leclerc Peralta, a été condamné par le tribunal de première instance de Monte Cristi à 20 ans d'emprisonnement et 500 000 pesos de dommages et intérêts. Il est reconnu coupable d'assassinat par balle le 16 mars 2015 de notre compatriote qui est né en bataille dans la section communale Rancha Delo dans la province de Monte Cristi. L'information est confirmée par la chef de mission d'Haïti à Dajabón, Thérèse Saint-Erlin bien-aimée, qui parle d'une grande victoire pour la diplomatie haïtienne. Correspondance Rossi Petit. Tribunal première instance Monte Cristi dans République dominicaine condamné capitaine Ruben Antonio Leclerc pour lui passer 20 années en prison et puis payer 500 000 pesos dommages intérêts. Peut-être il était touillé à balle un compatriote haïtien qui relait Kessner Bataille qui sorti non commune Lembe département nord pays d'Haïti. Capitaine l'armée dominicaine non t'es posé Zaksa non date 16 mars l'année 2015, non section communale Ranchadelo, commune Guajuben, non province Monte Cristi, zone qui trouvait sous juridiction consulat d'Haïti dans Dajabón. Chef mission consulat d'Haïti dans Dajabón, Madame Thérèse Saint-Erlin bien-aimée, qui bat bravo la contentement pour gros victoire ça. Lydie, diplomatie haïtienne non, remporté dans quatre dossiers ça, montré c'est un pile jet fort. Consulat d'Haïti t'est déployé dans accompagnement l'ité bail parents victimes non jusqu'à verdict tribunal là. C'est une grande victoire pour la diplomatie haïtienne. C'est une grosse satisfaction pour le consulat d'Haïti à Dajabón qui te baille toute qualité d'accompagnement à famille victime. Chef mission t'es profité montrer qui Jean consulat d'Haïti t'es accompagné famille victime. Nous fait passeport pour maman victime avec frère, nous mettons visa dominicain pour eux parce que si vous pas de passeport visa, vous pas de constituer partie civile dans procès. Nous mettons avocat à la disposition et toujours un diplomate qui accompagne dans tout processus là. Chef mission reconnaître n'est pas toujours facile pour genre de dossier ça yo rivé dans bout yo en pile fois selon ça le dit c'est parents victimes yo qui pas gain patience ou bien qui déserté pour une raison ou une autre. Madame Thérèse Saint-Erlin bien-aimée mandé ressortissants haïtiens yo pour continuer faire représentant li yo confiance surtout dans consulat d'Haïti dans Dajabón qui paraît pour toujours accompagner yo dans République voisine non. Rosny Petit, frontière haïtienne-dominicaine, Ouanamet Dajabón, Vision 2000. Merci Rosny Petit. Voilà, un haut gradé de l'armée dominicaine, le capitaine Ruben Antonio Leclerc Peralta, qui a été condamné par le tribunal de première instance de Monte Cristi à 20 ans d'emprisonnement et 500 000 pesos de dommages et intérêts. Et ce haut gradé de l'armée dominicaine est reconnu coupable d'assassinat par balle le 16 mars 2015 de notre compatriote qui est né en bataille, a indiqué la chef de mission d'Haïti à Dajabón, Thérèse Saint-Erlin bien-aimée. La caravane du changement a été lancée samedi dernier dans le département du Sud. Ce programme phare de l'administration de Jovenel Moïse, dont le principal objectif est de relancer la production nationale, prévoit entre autres le curage de 125 km de canaux et la réhabilitation de 1350 km de route dans la région du Sud. Et lors du lancement de la caravane dans la ville d'Écailles, le président Jovenel Moïse a réitéré sa promesse de donner de l'électricité 24 heures sur 24 à toute la population dans 24 mois. Correspondance Jean-Caleb Percival. Jean Saté annoncé président républicain Jovenel Moïse lancé dans Okaï à ce samedi 1er juillet 2017 là, caravane changement dans Grand Sud là, en présence plusieurs parlementaires dans quelques départements dans le pays, représentants bailleurs de fonds international, plusieurs dizaines de sympathisants, chef l'État prend engagement pour réhabiliter environ 1350 km route pour région Sud là, curage 125 km rivière, plantation 8 millions pieds bois, c'est quelques parmi grands axes intervention équipe caravane dans Grand Sud là. Président Jovenel Moïse. Caravane nan rive sur nous. Drainage, la ville locale, faut ville la drainer, son ville qui plate lié, la gen de l'eau tombée pour gen exutoire pour de l'eau dans la mer. Qui ça caravane nan vinn faire? Usine CNE qui gen dans Campérin, je peux considérer comme un bibelot, il fait le marché depuis 2 semaines. Avant hier, il produit asphalte. Ça veut dire nous gen propre usine pas nous qu'on y a. D'ici 2 semaines, nous avons commandé asphalte pour faire asphalte nous ici.
pour asphalte suspendre sur Port-au-Prince pour venir dans le sud. Pour venir dans le grand sud. Pour me dire, mon cap vivent dans la ville Jérémy. Nous avons une série de rues dans la ville là. Les soleil, poussière presque manger nous. Les la pluie, la bouffe nous va sortir à l'école, à le travail. Mais venir dire, mon dans la ville ça pendant nous là, nous prenons le travail pour que mairie, nous prenons monter un complot positif avec eux. Pour mairie, faire qu'à niveau, nous-mêmes nous pouvons faire pour nous. Nous, dans 41 communes Grand Sud là, pas de une rivière qui compte inondée, une commune, ça que je ne pas curer. Je curer tout net. Parler des caravanes changement, Jovenel Moïse, une autre fois encore, persisté pour le bail courant 24 sur 24 dans 24 mois qui viennent là. Je peux dire Miami, je peux dire là, je persisté MCNL. Après 24 mois, Haïti a bien courant 24 sur 24. C'est ça me dit. Et c'est mon président pays. C'est lui me dit. Songez, vos paroles de Djokai, qui a pile coup de prime, en pile à Djok te parlé pour carnaval là. Et bien, me dit encore, dans Okaï, m'a dit, dans 24 mois, a bien courant 24 sur 24 et puis plus bas. Il y a plus passé une centaine de matériels lourds qui arrivent dans le département pour démarrer caravane sous 3 départements en cours, Sud, Grandance, Aknip, Jean-Caleb Mercival, Okaï, Vision 2000. Merci Jean-Caleb Bercival, le président Jovenel Moïse qui a procédé samedi au lancement de la caravane de changement dans le Grand Sud. Le chef de l'État a annoncé notamment la réhabilitation d'environ 1350 km de route, le curage de 125 km de canaux et la plantation de 8 millions d'arbres fruitiers. Par ailleurs, le chef de l'État persiste et signe, il y aura de l'électricité 24 heures sur 24 en Haïti dans 24 mois. À noter que la caravane du changement qui avait démarré dans la localité La Grange à Saint-Marc dans l'Artibonite le 1er mai dernier a été partiellement démobilisé dans ce département la veille, soit à vendredi. Le député de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, met en garde contre le gaspillage des fonds destinés aux travaux d'aménagement du tronçon de route reliant les 3e et 4e sections communales de Jérémy. 24 millions de gourdes ont été débloqués pour la réalisation de ces travaux. Jean-Gary Joseph. Député circonscription Jérémien, Marie-Gladys Saint-Jean lundi, dénoncé la JETA, taxpayer haïtien qui a gaspillé dans le cadre d'un projet 24 millions de gourdes pour aménagement tronçon route 3e à 4e section communale Jérémy, qui sont respectivement la Tiboulière à Prévilé, projet SAR, dans le cadre d'un programme FAIR qui se font entretien routier, côté parlementaire fait appel à ministre travaux publics, transport et communication, de façon pour une supervision qui fait pour l'agence SAR, pas manger même gens avec COB 22 dans la ville de Jérémy, qui n'a jamais fini dans le cadre d'un programme, plan spécial, là c'était pour être là sous gouvernement, la mode matérielle. C'est la stupéfaction, c'est la honte, c'est vraiment pas qu'on nous dit, le n'a regardé ça, moi, qu'a fait là. Premièrement, de 3 avril à aujourd'hui, mais c'est que mon mieux le plus montré que c'est fait travail là. Parce que s'il y a fait travail là, c'est sûr que le pour ça, nous avons plus avancé. Et vous avez l'impression à son travail qu'a fait, sans que pas gagner supervision de la République. Pour aujourd'hui, on va pas la voilà, en tant que député, moi-même, moi financé, donc moi, tourner de la République à désigner un monde qui pour faire supervision sur route là. Et puis, pour moi-même, moi, connais route là marché, moi, connais toute bagarre marché, puisque c'est 24 millions de gouttes qui débloqués pour route là. On est 24 millions en pile. Mais mes amis, ça, au bail là, c'est pas possible, c'est pas faisable. Nous, même fait maniquette pour manger l'argent, cette fois-ci, il y a plus de compte. Responsable commission droits femmes à l'équité de la Chambre des députés, l'a dit sur Saint-Jean lundi, il est déterminé et même motivé pour lever et puis contrôler tout ça qu'a fait, qui pas bon, ce gouvernement, ça qu'il a. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph, la députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean lundi, et qui met en garde contre le gaspillage des fonds destinés aux travaux d'aménagement du tronçon de route reliant les 3e et 4e sections communales de Jérémy. Le ministre de l'économie et des finances, Judas-Alix Patrick Salomon, a fait le dépôt vendredi du projet de loi de finances 2017-2018 à la Chambre des députés. Ce projet de budget est évalué à 144 milliards de gourdes contre 121,9 milliards pour l'exercice en cours. Le budget de fonctionnement est largement supérieur à celui d'investissement, 86 milliards contre 58 milliards. Et les secteurs prioritaires sont les travaux publics, l'agriculture, l'éducation, la défense, la santé publique et l'environnement, a dit le grand argentier de la République. On est là aujourd'hui
publié 30 juin à la limite constitutionnelle pour respecter les prescrits de la Constitution et déposer au Parlement aujourd'hui le projet de loi de finances 2017-2018 et on profite également pour accompagner le projet de loi de finances, projet de loi de règlement qui doit, selon la Constitution, accompagner le dépôt du projet de loi de finances. On remet les deux projets de loi qui ont été préparés selon le vœu de la Constitution. Monsieur le ministre, grande priorité du gouvernement, est-ce qu'il paraît dans le budget ça et ça bon, il y a paraître dans le budget normalement et on va regarder que travaux publics vont bonne part. Pour qui ça travaux publics, nous état routier et comme nous besoin font maillage routier très important, nous avons travaux publics gagner une importance significative. Nous avons tout que l'agriculture a une importance significative. Mais le ministère nous pas tellement supposé qu'il y ait une importance significative mais pour l'autre raison. C'est l'éducation nationale. L'éducation nationale et ensemble parlementaire appuyé là-dessus, gagner un problème de salaire qui marquant. Nous gagnons particulièrement instituteurs qui ont un salaire assez bas. Nous entendons avec syndicats, entre autres, ministères du côté de l'État et syndicats, entendons pour nous faire une évolution graduelle de salaire pour enseignants et d'accord sous première étape année ça, deuxième étape qui a gagné l'année prochaine. Donc ces ministères qui de façon significative, il y a santé publique tout qui gagne un ajustement de salaire nécessaire et puis il y a des équipements pour mettre en opération selon tout engagement que le chef de l'État prend à chaque déplacement. Donc c'est ministère qui est significativement marqué. Mais nous avons tout que défense gagne une évolution parce que nous voulons mettre l'armée à recamper donc avec mise en place, il y a enrôler un certain nombre d'hommes de troupes, plus de 500, et nous tout environnement, un espace important, une évolution en proportion qui est importante. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail parce que l'honorable parlementaire n'a pas encore étudié le budget en long et en large, n'a pas au primeur pour étudier, et on connaît que nous sommes très ouverts dans le gouvernement pour répondre à toute question qui a gagné dans le cadre de ça pour éclairer de telle sorte que nous prenons décision en pleine connaissance de tout. Nous pensons à 144 milliards que nous allons prévoir pour nous rentrer comme ça. Quand vous, Jean, honorable président dit, il y a un plus grand effort qui est fait au niveau ressources de l'État. Le ministre de l'économie et des finances, Judalix Patrick Salomon. Le docteur Dunois Éric Cantave, du directeur du MOPOD, se félicite du respect par le gouvernement du délai prévu dans la Constitution pour le dépôt du projet de budget au Parlement. C'est un pas dans la bonne direction, a dit M. Cantave, soulignant que c'est à travers ce document qu'on peut clairement déterminer les priorités du gouvernement. Cependant, il juge nécessaire d'organiser un grand rassemblement afin de mieux définir les véritables priorités du pays. Le responsable politique déplore l'absence du contrôle des dépenses de l'État, soulignant la nécessité d'assainir les finances publiques afin d'avoir un budget d'investissement conséquent. Le docteur Dunois Éric Cantave intervenait hier dimanche à l'émission Pilon et Pifon. C'est une très bonne chose déjà montrer, ça montre une certaine ponctualité, un certain professionnalisme de un individu qui occupe une fonction. C'est rare, oui, en Haïti pour ça, que respecter des délais. Cependant, il faut nous dire, population, que ça aurait les budgets, son budget prévisionnel lié. C'est pas l'argent qui gagne là, qui paraît pour faire quoi que ce soit. Et puis, budget à tout, pas capable élaborer trop sous lui parce que malheureusement je ne suis pas au courant de lui. Mais c'est un instrument qui est important en pile pour capable arriver une véritable orientation au gouvernement. Parce que il y a un pile parler en pile cap fait qui dit que vous mettez priorité à droite, à gauche, etc. Et que c'est à travers le budget que vous même capable de ça. Si vous mettez priorité par exemple en éducation et puis il pas refléter dans le budget, donc on est automatiquement sous menti. Si par exemple nous entendez qu'on va mettre un budget pour défense, mais hauteur, alors que nous avons une police qui est beaucoup capable de professionnaliser correctement et nous capables que une mauvaise approche, on dit comme ça, de la sécurité. Donc, une série de débats comme ça qui peut permettre nous clair, qui peut permettre nous clair dans ça les budgets 2017-2018. Mais faut pas oublier que semaine passée, on était en remettre un budget rectificatif, à peine si nous prenons connaissance de lui, on est passé à l'autre budget. Donc, nous-mêmes, nous tout que dans la pratique, le gouvernement n'a pas respecté le budget.
yo fait ça au voulé, yo dépenser côté au voulé, j'ai au voulé, et puis pas aucun contrôle, aucun audit qu'a fait pour ouais côté que Mounio a fait et ça les corruptions viennent tourner en bagage institutionnel. Donc nous dit sont pas dans la bonne direction, le fait que viennent très ponctuel, yo capable de respecter les délais, mais nous t'a souhaité tout que budget ça refléter des priorités réelles. Ce que nous doutons parce que va permettre de dire encore, c'est un gros rallye menevini, un gros rassemblement national qui peut permettre de nous fixer vraiment les priorités avant de nous fixer le budget. Le plus souvent, nous fonctionnons dans des dépenses extra-budgétaires. Donc, qui déjà ont très très mauvais bagaille. Et l'autre bagage, on dit tout autant pas un assainissement des finances publiques. Ou pas jamais arriver à gagner un budget d'investissement valable pour faire quoi que ce soit dans le pays. Donc, toute prévision budgétaire que a fait là, il n'y a pas mené nous en quel côté que retourner en haut, en haut, dans le statu quo. Le docteur Dunois Éric Cantave du directoire du MOPOD, son collègue Franz Lage de Formula Valas estime que ce projet de loi de finances ne pourra en rien aider à améliorer les conditions de vie de la population. Il en fait pour preuve le fait qu'une grande partie du projet de budget soit destinée au paiement des dettes. Il s'en prend aux parlementaires qui, selon lui, ne se soucient guère de la nécessité d'exiger des autorités concernées des explications sur l'utilisation des fonds du trésor public. Le médecin réclame des audits dans plusieurs institutions public dont l'OFATMA. Le docteur François intervenait lui aussi hier dimanche à l'émission Pilon et Pifon. Tant que on a des budgets pareils, ou pas rien, on peut réaliser. On ne peut rien faire avec 54 milliards de gouttes. Ça, c'est pour les bails. Et ceci pour le renvoyer nous en gros problème, c'est que jusqu'à présent, on ne pas que aucun monde qui penchait pour voir qui est nous capable d'un taux de croissance en Haïti. Moi, rappelons que nous gagnons un produit national brut de 8 milliards de dollars à peu près, que la République dominicaine a un produit national brut à peu près de 75 milliards. Que nous gagnons un budget qui peut même arriver 2 milliards et la République dominicaine a un budget de 17 milliards. Les dernièrement, la Banque mondiale dit Haïti pas dépensé dans la santé publique. Oui, c'est vrai, parce que la dépense minimale, par exemple, la République dominicaine dépense 177 $ par personne, Haïti dépense, je crois, 17 $ par personne. La dépense minimale, c'est de 155 $. Je dis l'idéal, c'est de 251 $. Mais avec un budget, comme un budget, qui j'en pour faire? Donc, pour le bail que nous interpellons l'attention de tout le monde, c'est que jusqu'à présent, pas jamais vraiment qu'on réflexion sur la manière d'avoir un taux de croissance. Un taux qui draine, n'est-ce pas? Il n'y a aucune mesure pour attirer l'investissement. Au contraire, il y a des mesures plutôt pour écarter l'investissement. De son côté, le sociologue Benjamin Franklin affirme qu'il ne s'agit pas d'un projet de budget citoyen puisqu'il ne sera profitable à qu'un petit groupe de personnes. C'est inacceptable, a martelé M. Franklin, soulignant la nécessité d'avoir des réflexions au niveau du Parlement, de la classe politique et de la société civile afin de trouver un équilibre entre les budgets de fonctionnement et d'investissement. Le sociologue Benjamin Franklin participait hier dimanche à l'émission Pilon Pifon. Budget à l'époque disponible en Dakadi pour accéder au texte, quoi. Bon, nous connaissons, mais il y a des chiffres qui sont disponibles par contre de ce budget. D'abord 144 milliards de gouttes qui sont en augmentation par rapport au budget précédent qui était 121 milliards, qui était totalement aussi dévoué au fonctionnement, en tout cas quasiment dévoué au fonctionnement. Et ça nous rend compte, c'est que dans le même chiffre qui est disponible, son budget encore qui tournait vers le fonctionnement. Chiffre qui est disponible, dit nous, 60% du budget est alloué au fonctionnement des institutions étatiques et que seulement 40% est allé vers l'investissement. Alors bon, avec un chiffre de 40% vers l'investissement, le gouvernement clairement dit qu'il y a orientation que là-bas, et encore une fois pour me donner à sa qui préoccupation PAM, donc c'est pas un budget qui est du tout citoyen dans la mesure où son budget qui dit priorise un petit groupe de privilégiés, c'est-à-dire des gens qui dans le gouvernement, des gens qui ont des postes, etc., qui ont toute qualité per diem, qui ont frais, etc. Donc vers le fonctionnement, c'est-à-dire son budget fait pour 2000, 3000 personnes, bon, je pense que son situation qui est inacceptable. C'est-à-dire si nous voulons vraiment aller vers le développement et vers la croissance économique pour que nous gagnions une large couche de monde dans la population qui sortit dans une situation de précarité extrême. Peut-être qu'on a dit moins de $1, maintenant si c'est pas $0 qu'on a, on a par jour, pour ne pas exagérer. Donc je pense qu'il y a une réflexion pour faire, en tout cas dans le secteur société civile, parti politique, et même dans le niveau parlement, pour que il y ait un équilibre qui cherche entre question fonctionnement et question investissement. L'un balai de fonctionnement. On a regardé ça que dans le fonctionnement, parce que bon, c'est un ensemble de privilèges qui n'est pas nécessaire dans le pays. Ou pas qu'à nos pays côté que, même toujours comparé à Haïti, à un état d'ancien régime, c'est-à-dire un état côté qu'on gagne les aristocrates d'un côté
et le tiers État, le peuple de l'autre côté. Son État d'ancien régime, c'est-à-dire, bon, et si nous avons un État démocratique, il faut que les moyens soient équitablement séparés. Et dans le budget, c'est pas du tout ça qui reflète le 60% de fonctionnement et avec 40% d'investissement. L'autre bande absolument, il fait mention de 3 secteurs qui sont prioritaires dans le budget. C'est agriculture, non, travaux publics d'abord, éducation ensuite, et puis agriculture enfin. Pour sa part, le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, juge scandaleuse la décision du gouvernement d'élever le secteur défense au rang de ses priorités. Selon lui, l'exécutif n'a pas la capacité d'assurer la gestion de 2 forces armées, la police et l'armée d'Haïti. Les autorités, a dit le défenseur des droits humains, devraient concentrer leurs efforts sur la PNH afin de la rendre professionnelle. Pierre Espérance. Nous connaissons qui est priorité pour le gouvernement et parmi une priorité c'est défense. Défense qui sont priorité pour le gouvernement dans le budget ça sont bagages qui scandaleux. Nous avons une institution policière qui là, nous avons une force police qui là depuis 1995. Tant bien que mal, la police a fait effort et l'a amélioré. Et soit regarder aujourd'hui au niveau de tout acteur dans la chaîne pénale là, ou après que la police là, il devant que la justice là. Ça que tu doit faire, c'est à renforcer l'institution police là. Mettez moyens à la disposition et institutions pour être capable de faire travail et avec l'autre acteur au niveau des chaînes pénales là, tant que l'administration pénitentiaire et les pouvoirs judiciaires. Défense pas capable priorité aujourd'hui qui sont qui au bras là dans jour pour venir et c'est ça il y a des monde qui dans toi exécutif là qui préparer ça pour une pression forte et qui va faire sur exécutif là côté que pour gain ancien militaire qui commencé et ça fait dans le plateau central occuper une série d'espaces j'ai été fait sous régime et tête caléa pour bailler des pressions pour être capable de retourner avec l'armée. Et l'État haïtien que nous avons aujourd'hui, Jean lié là, et ils sont pas capables de gérer des forces. Moi, je crois que l'État est important pour concentrer l'effort parce que l'État n'a pas de gros moyens, toute bagaille priorité dans le pays, mais il doit concentrer l'effort sur la police nationale là. Une meilleure utilisation des polices là, côté que pour retirer le corps net avec question phénomène attaché qui après tourner sous le monde sérieusement, côté que un paquet de monde parlementaire et d'autres monde d'administration qui la des civils armés avec zam fan fois mais et cap bail sécurité sans compter ban paquet de machines qui est sirène dans la rue à vite teinté et qui n'a même monde qui pas de qualité pour ça. Nous croyons que c'est là effort à doit concentrer pour améliorer conditions sécurité dans le pays et bataille contre l'impunité, améliorer la justice là, même pas croire que je ne dis Haïti a un problème de défense, un problème pour comme si on a besoin imminent pour retourner avec l'armée alors que nous ne sommes pas capables même de gérer la force police que nous avons là. La page internationale du journal c'est maintenant avec Darbouz Figaro, il est 7h21. Rebonjour Darbouz. Rebonjour Arisma, rebonjour à toutes et à tous. Direction le Venezuela, libération de 31 étudiants arrêtés jeudi. 31 étudiants arrêtés jeudi au Venezuela lors d'une manifestation contre le président Nicolas Maduro ont été libérés hier, a annoncé le directeur de l'ONG Foro Pénal, Maître Alfredo Romero. Liberté totale pour les étudiants. Le juge a frappé d'une nullité totale leur arrestation, a indiqué Maître Romero sur Twitter. 7 autres étudiants arrêtés jeudi avaient été libérés dès vendredi, avait déclaré cet avocat. Ils avaient été arrêtés dans une banque où ils s'étaient réfugiés après que leur manifestation avait été dispersée par les forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène et de chevrotine. En Colombie, le chef des FARC hospitalisé après un AVC. Rodrigo Londono, le chef des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, a été hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, a-t-on appris hier de sources médicales. Ces médecins estiment que le chef des ex-rebelles, capable de parler, de plaisanter avec son entourage, pourra quitter la clinique de la Universidad Cooperativa sous 48 heures. Dans un communiqué, les forces armées révolutionnaires de Colombie indiquent que son état de santé est stable et satisfaisant. Âgé de 59 ans, Rodrigo Londono, connu aussi sous son nom de guerre de Timoshenko, a connu plusieurs alertes par le passé. Victime d'une crise cardiaque en 2015 à Cuba en marge des négociations avec les représentants du pouvoir colombien, il a été opéré dans un hôpital de La Havane.
Donald Trump a franchi hier un nouveau cap dans sa bataille contre les médias en diffusant sur Twitter une vidéo le montrant en train de plaquer au sol et frapper un homme avec le logo CNN à la place du visage. En tout cas, les images sont tirées d'un clip de promotion diffusé en 2007 par Road Wrestling Entertainment, une société américaine spécialisée dans l'organisation de combats de catch dans lequel Trump, alors promoteur immobilier, star de la télé-réalité, mettait à terre le fondateur de la WWE au pied d'un ring. Depuis son investiture, Donald Trump ne cesse de s'en prendre aux médias, les qualifiant d'ennemis du peuple américain, les désignant sous l'expression de fake news, traduit français, infobidon. CNN est l'une de ses cibles favorites. C'est un jour triste quand le président des États-Unis encourage la violence contre les journalistes, a réagi la chaîne d'information que le président américain rebaptise FFN, Food News Network, dans un tweet. Au lieu de préparer ses voyages à l'étranger, sa première rencontre avec Vladimir Poutine, de traiter le dossier nord-coréen et de travailler sur sa loi de santé, il adopte un comportement puéril, bien en deçà de la dignité de sa fonction, a ajouté CNN dans un communiqué. Donald Trump doit se rendre en fin de semaine au sommet du G20 à Hambourg. Il est également attendu le 14 juillet à Paris. Le reporter Committee for Freedom of the Press a estimé que le tweet présidentiel glorifiait la violence physique contre les journalistes. Un conseiller de la Maison-Blanche, Thomas Borchardt, a déclaré sur ABC que cette vidéo ne devait pas être comprise comme une menace. Donald Trump a discuté du dossier coréen avec Xi Jinping et Shinzo Abe. Le président américain Donald Trump s'est entretenu hier au téléphone du dossier nord-coréen avec son homologue chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe, annonce la Maison-Blanche. Trump et Xi, précise la présidence américaine, ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une péninsule coréenne dénucléarisée. Le compte-rendu émanant des autorités chinoises précise que Xi Jinping a indiqué à son interlocuteur que des facteurs négatifs avaient affecté les relations sino-américaines. Il a notamment souligné que Pékin espérait que les États-Unis se comporteraient vis-à-vis de Taïwan conformément au principe d'une seule Chine, alors que le département américain a annoncé vendredi que Washington envisagerait de vendre pour 1,42 milliard de dollars d'armes et d'équipements militaires à Taïwan. Avec Shinzo Abe, Donald Trump est convenu d'accentuer les pressions sur le régime nord-coréen et les deux dirigeants ont souligné que l'alliance entre les États-Unis et le Japon était prête à répondre à toute menace ou action entreprise par la Corée du Nord. À Tokyo, un porte-parole du gouvernement japonais a précisé que les deux dirigeants avaient également insisté sur la nécessité d'agir en coopération avec la Corée du Sud. Pékin dénonce une grave provocation américaine en mer de Chine méridionale. La Chine a dénoncé aujourd'hui une grave provocation politique et militaire après l'intrusion d'un bâtiment de la marine de guerre américaine dans ses eaux territoriales en mer de Chine méridionale. Le croiseur lance-missile USS Stern est passé hier à moins de 12 000 nautiques de l'île Triton, qui fait partie du groupe des îles Paracel, dont la Chine, Taïwan et le Vietnam se disputent la souveraineté. Cette manœuvre, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, constitue une grave provocation politique et militaire. La Chine somme fermement la partie américaine de cesser immédiatement ce genre d'acte provocateur qui nuit gravement à la souveraineté de la Chine et met en danger la sécurité de la Chine, a ajouté le porte-parole du ministère Lu Kang. Le ministère chinois de la Défense est allé plus loin, jugeant que la décision américaine nuisait au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. D'après un responsable du département américain de la Défense, cette manœuvre rendue publique hier par la chaîne Fox News visait à défendre la liberté de navigation dans ce secteur contesté du globe. La formation conservatrice du Premier ministre japonais a subi hier une défaite historique à l'élection de l'Assemblée de la ville de Tokyo. Un échec qui pourrait remettre en cause l'avenir politique du nationaliste Shinzo Abe. Attentat suicide au cœur de Damas, 20 morts.
Un attentat suicide à la voiture piégée a fait 20 morts et des dizaines de blessés hier dans le centre de Damas, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans une lettre au secrétaire général de l'ONU. La voiture piégée a explosé dans le quartier de Bab Toma. Le kamikaze s'est fait exploser après avoir été encerclé par les forces de sécurité. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, organisme basé à Londres qui rend compte de la guerre en Syrie grâce à un réseau d'informateurs sur le terrain, fait état pour sa part d'un bilan de 21 morts. 2 autres voitures piégées ont été détruites par les autorités dans l'ouest de la capitale. Selon la télévision d'État syrienne, les services de sécurité ont empêché les terroristes d'atteindre leurs objectifs. Des quartiers animés en ce genre de reprise du travail après la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan. En Syrie, Assad en effigie sur un billet de banque, une première. Le président syrien Bachar al-Assad apparaît en effigie sur un nouveau billet de banque mis en circulation pour la première fois dans le pays en guerre. La Banque centrale syrienne a émis dès hier un billet de 2000 livres syriennes sur lequel apparaît l'effigie. C'est la première fois qu'un billet de 2000 LS est mis en circulation dans un pays où la livre a dégringolé, perdant 90% de sa valeur depuis le début de la guerre en 2011. Il s'agit donc de la coupure la plus élevée jamais émise. Et jusqu'à présent, seul le père de Bachar al-Assad, l'ancien président Hafez al-Assad, apparaissait sur un billet bancaire de 1000 LS. Une collision entre un autocar de tourisme et un camion aujourd'hui sur l'autoroute de Bavière a fait 17 morts. La police allemande a pour l'instant fourni un bilan de 31 blessés, dont plusieurs dans un état grave. En Indonésie, 8 morts dans le crash d'un hélicoptère de secours. 8 personnes à bord d'un hélicoptère de l'agence indonésienne de recherche et de secours ont été tuées dans le crash de l'appareil en route vers un volcan actif sur l'île de Java, indiqué aujourd'hui un responsable local. L'hélicoptère qui transportait 4 secouristes de l'agence et 4 membres de la marine indonésienne a percuté hier une falaise à Temanggung dans le centre de Java. Les 8 corps ont été retirés du site de l'accident identifié, a précisé le directeur de l'agence, Mohamed Swaghi. Et puis, crise du Golfe, le Qatar répond à ses voisins, ultimatum prolongé. Le Qatar mis au banc pour son soutien présumé aux islamistes extrémistes et son rapprochement avec l'Iran a remis aujourd'hui au médiateur coréen sa réponse officielle aux demandes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés qui ont accepté de prolonger de 48 heures leur ultimatum. La réponse était contenue dans un message de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'émir du Koweït, Sheikh Sabah Al Hamad Al Sabah, à sa teneur n'a pas été révélée. La lettre a été remise en main propre par le chef de la diplomatie du Qatar, Sheikh Mohamed Ben Arabaman Al Thani, au Sheikh Sabah, indiqué en responsable du Golfe. À l'expiration hier à minuit de cet ultimatum de 10 jours, le Qatar a promis sa réponse pour aujourd'hui. Koweït a ensuite demandé un délai supplémentaire de 2 jours que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont accepté, en indiquant dans un communiqué conjoint qu'il allait étudier, évaluer la conformité et de Doha leur demande avant de remettre leur propre réponse au Koweït. Mercredi, les ministres des Affaires étrangères des 4 pays se réuniront au Caire pour faire le point et décider des démarches ultérieures concernant le Qatar selon les autorités égyptiennes. Et Doha a jusqu'ici rejeté implicitement la liste de ses adversaires, exigeant notamment la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction des relations avec l'Iran en la jugeant maximaliste et attentatoire à sa souveraineté. Voilà qui met fin à la page internationale du journal. Merci Dabouz. Merci Arisma, merci à toutes et à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. De retour à l'actualité nationale, le ministre des Affaires sociales et du Travail a affirmé vendredi avoir instruit le président du Conseil supérieur des salaires de rendre disponible le rapport du CSS sur le dossier du salaire minimum en ce début de semaine. On ne peut plus attendre, à marteler Roosevelt Bellevue qui s'est insurgé contre les agitateurs. Écoutez ces déclarations. On ne peut plus attendre. J'ai eu un échange avec le président du CSS. J'ai demandé de faire tout son possible pour qu'on
début de semaine prochaine, le rapport soit prêt et qu'une décision soit portée une fois pour toutes à cette situation. Et je profite aussi de cette occasion pour inviter tous les agitateurs qui cherchent à exploiter ce contexte en vue de leurs agendas politiques ou autres intérêts à arrêter ce genre de pratiques. Parce que le pays a besoin du calme, on a besoin d'un climat serein pour investir dans le pays, attirer les autres investisseurs et combattre la pauvreté qui sévit dans Haïti depuis plusieurs années. Donc il y a des patrons qui sont prêts à venir, tout comme aussi il y a d'autres qui sont prêts à repartir, dans la mesure où on n'arrive pas à trouver une issue favorable qui garantisse tout le monde. Qui sont les plans parlementaires qui estiment que par la hauteur de tâches dans sa pouvoir avec l'expérimentation politique sociale, le gouvernement, côté de l'université, une mauvaise gestion de la situation post-mature dans la zone touchée. Bon, le Parlement, c'est pas une instance universitaire où on peut mesurer les compétences. Il faut bien qu'on regarde la mission qui m'a été confiée par le président et aussi la feuille de route au ministère. C'est à vous de constater si depuis que je suis arrivé au ministère des Affaires sociales et du Travail, s'il y a un nouveau élan, s'il y a de nouvelles perspectives, si je fais mon travail. Je sais pas, l'international, il y a beaucoup de gens compétents dans le pays qui estiment que je fais du bon travail. Je sais pas. Bon, après, il faut tout le monde peut parler de la compétence, mais bon, on n'y met pas la même chose. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Moi, j'ai pas de temps pour la polémique. J'invite tous les citoyens à quelque niveau que ce soit, que les parlementaires, qui se mettent au travail pour ensemble, on arrive à combattre la pauvreté, la misère et on change ce pays. Voilà ce que je leur demande. Et je demande aussi leur soutien pour que ensemble nous arrivions à faire de la politique sociale une priorité dans le pays pour sortir les enfants de la misère, les personnes handicapées de la misère, les jeunes du chômage, les femmes enceintes de la mendicité, nos frères et nos sœurs qui arrivent par centaines refoulés des territoires voisins, de voir comment on peut s'asseoir et leur permettre de retrouver une vie normale, de retrouver leur dignité. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, autour de l'épineux dossier du salaire minimum. Le chef du cabinet du ministre de l'Agriculture, André Missial, a procédé vendredi à l'installation de l'agronome Armel Cazo comme le nouveau coordonnateur de la coordination nationale de la sécurité alimentaire. Il remplace à ce poste Christner Roche, qui a passé 8 mois à la tête de la CNSA. André Missial a invité le nouveau responsable de la CNSA se montrer ouvert, attentif aux doléances de la population et aux suggestions constructives afin de bien remplir sa mission. Ces déclarations. Monsieur Armel Cazo, après une longue carrière au sein de la CNSA, le ministère de l'Agriculture a fait choix de vous comme son nouveau coordonnateur. Dans cette nouvelle responsabilité, votre mission ne saurait produire des résultats tangibles sans l'appui soutenu et éclairé de vos collaborateurs et sans la collaboration effective et confiante des partenaires privilégiés de l'institution, notamment la FAO, l'USAID, la SUSNET, l'Union européenne notamment. Le ministère souhaite vivement que la CNSA, en tant qu'institution chargée de faire le monitoring de la sécurité alimentaire, saura amplifier sa collaboration avec les différents partenaires financiers et techniques et de manière à mieux organiser le système d'information et le rendre disponible à la population. Le MAN, à travers ses structures internes, reste et demeure disposé à donner à la CNSA tout son appui pour atteindre cet objectif. J'en profite une fois de plus de rappeler au personnel de la CNSA que sa collaboration doit être effective et réelle pour atteindre les objectifs. Ainsi donc, l'ingénieur agronome Cazo, en tant que nouveau coordonnateur de la CNSA, je vous invite à vous montrer ouvert à tous, d'être un homme de dialogue et de jeter toutes vos forces dans la bataille afin de rendre la CNSA encore plus productive. Prêtez une oreille attentive aux doléances et aux critiques, mais aussi aux suggestions constructives. Cela vous aidera à améliorer tant votre fonctionnement en tant que coordonnateur fonctionnel et celui de la CNSA. Le nouveau coordonnateur de la CNSA a remercié les autorités pour la confiance placée en lui. L'agronome Armel Cazo promet d'œuvrer inlassablement afin que la coordination nationale de la sécurité alimentaire puisse mener à bien sa mission. Nous l'écoutons. Je tiens à débuter mes propos en disant merci. Merci de l'honneur que vous me faites et de la confiance que vous m'accordez en me nommant et en me supportant au poste de coordonnateur de la CNSA. Vos mots de félicitations et d'encouragement me vont droit au cœur. Je dois dire
que j'accepte le poste avec beaucoup d'humilité, tout en étant conscient de l'immensité des tâches qui m'attendent et les lourdes responsabilités qui pèseront sur mes épaules. Responsabilité qui m'appelle à créer les conditions pour que la CNSA remplisse convenablement sa mission qui consiste à influencer les politiques publiques destinées à améliorer de façon durable les conditions de sécurité alimentaire de la population haïtienne. Je vais travailler inlassablement pour que la CNSA puisse vous offrir un tant soit peu l'accompagnement institutionnel que vous recherchez pour l'efficacité de vos actions ici en Haïti. On tâchera d'apporter dans les meilleurs délais une réponse aux dossiers qui sont en souffrance et qui justifient trop souvent vos inquiétudes. Clôture le week-end écoulé des projets baptisés préservation et valorisation de la biodiversité, assainissement et eau potable implémentés depuis 2010 au niveau de la forêt des Pins dans la section communale de Mar-Rouge dans le sud-est. Ces projets ont été mis en œuvre par l'organisation internationale Helvetas en partenariat avec le ministère de l'Environnement et la Direction nationale d'eau potable et assainissement et financés par la coopération suisse à hauteur de 8 millions de dollars américains. Environ 2800 familles ont été touchées par ces deux projets. Correspondance Alex Moïse. Organisation internationale Helvetas, peut-être collègue ministère de l'Environnement, Direction nationale de l'eau potable et assainissement, clôturé le week-end passé, deux projets ont été implémentés depuis l'année 2010 dans l'unité de forêt des Pins dans la section pénale Mar-Rouge. Une c'est préservation et valorisation biodiversité qui visait un phénomène de déforestation dans la forêt avec un projet assainissement de l'eau potable qui lui-même visait un meilleur accès à l'eau potable à la population. Deux projets ça ont touché un total de 2800 familles qui coûtaient un total 8 millions de dollars américains grâce à un financement coopération suisse d'après Swan Fauveau qui est directrice nationale Helvetas. L'objectif total c'est de pouvoir aujourd'hui dans cette journée un petit peu particulière avoir confiance que ce qui a été mis en œuvre à Forêt des Pins va continuer sans que Helvetas soit là ou alors avec un appui à distance d'Helvetas qui va être facilitateur. C'est ça le résultat qu'on attend. Implémentation de projets ça une unité de Forêt des Pins, c'est un choix stratégique l'État haïtien à travers Direction nationale de l'eau potable, c'est une déclaration ingénieur France Pierre-Louis qui promet pour assurer une bonne continuité. Le travail là, côté l'IPOAL beaucoup plus intéressant, c'est la continuité. Nous-mêmes, dans plein d'actions au niveau de DINEPA, c'est nous avons des formations que nous pouvons faire, surtout pour nouveaux élus au CASEC, ASEC qui fait venir. Donc pour nous entrer donc, dans le projet, pour capable qu'on ait participation et surtout famille tout. Donc pour nous toujours faire traiter de l'eau la caille. Ça ne les traitements à domicile. Directeur PACLA, agronome Elie Demarat lui-même, pas caché inquiétude de gagner quant à disposition l'État haïtien à travers le ministère environnemental lui prend pour assurer le suivi projet pour éviter la population recommencer avec déforestation. Le problème au niveau local est majeur. Inquiétude nous est-ce que si besoin socio-économique pas prendre en compte, ça veut dire nous avons remarqué que nous sommes obligés de retourner par rapport à les ressources naturelles pour exploiter pour être capable d'assurer survie. Il est important pour nous souligner à travers le projet AEPLA, il y a environ 600 familles qui bénéficient de citernes. Avec plusieurs milliers d'autres qui prennent formation dans le domaine assainissement dans l'idée pour freiner le choléra dans la communauté. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Les examens officiels de 2017 débutent ce lundi avec la 9e année fondamentale. Plus de 227 000 candidats doivent participer aux épreuves de la 9e année qui se déroule sur 3 jours. Les candidats composeront donc ce lundi en communication française et en sciences expérimentales. Le directeur du Bureau national des examens d'État, Ronan Michel, assure que toutes les dispositions ont été prises en vue du bon déroulement de ces épreuves. Écoutez ces précisions au micro de Diego Charles. Tout bagage jusqu'à maintenant très bien et que nous préparons les fiches pour tout candidat à travers les directions départementales. Et bien jusqu'à maintenant, il n'y a pas rien qui passe. Donc, tout ça, l'examen est fini préparé. Surveillant fin choisi, surveillant fin choisi. L'examen sont fini préparé déjà, il est fini multiplié. Donc, il y a quelques côtés qui sont réglés. L'examen, ça va aller dans son cas déjà. Donc, que demain matin, très tôt, et dès 9h, et bien, l'examen a commencé sur le territoire national. Précisez pour nous, M. Michel, c'est combien de candidats qui ont même abgagné pour prendre part à l'épreuve? Nous avons 227 062 candidats qui ont participé dans l'examen demain matin. Mais ça qui va avec consigne, rappelez-nous comment ça est. C'est toujours
toujours les mêmes consignes, c'est-à-dire que nous connaissons l'examen, tout le monde a bien proposé avec uniforme, et que nous connaissons que tout le monde qui vient 4 là, ce programme, nous pas assister, et que pour nous faire, il faut pas venir avec téléphone cellulaire, parce qu'on connaît la son de copiage aussi, donc interdire les venir avec ça. Et puis, nous avons dit tout pour qui va gagner, avec l'examen, il pas aller aux abords des centres d'examen, et nous avons dit tout le monde qui doit pénétrer dans une salle d'examen, pour l'autorisation, ou bien de ces ministres là, ou bien de directeur général là, ou bien de BNEX, ou bien de direction départementale côté de l'IA. Vous parlez, toutes dispositions déjà prises, l'examen est supposé bien passé. Et seule inquiétude qui est capable de gagner, M. Michel, c'est des enseignants qui ont même regroupé dans des syndicats, dans plusieurs régions dans le pays, qui étaient menacés pour boycotter l'examen en cas où ils n'ont pas touché à les salaires. Est-ce que le niveau ministère là a une disposition qui prend pour jouer quelques arrangements avec eux pour bon déroulement de l'examen? Bon, pas contre qui ça s'est passé. Mais ça, me connaît son examen d'État que lui. C'est l'examen qu'a fait pour le ministre de l'Éducation nationale et pour l'examen qu'a fait pour le directeur général. Son librement qu'a fait pour tout le monde dans le territoire d'Haïti qui vient pour composer. Donc, c'est l'examen d'État. Donc, en tant qu'examen d'État, pas qu'on monde qui a osé d'une boycott d'examen d'État, l'État prend des dispositions nécessaires pour que l'examen soit roulé normalement dans de bonnes conditions. Tout est fait prêt pour le bon déroulement des examens officiels de la 9e année fondamentale au niveau des communes de Grand-Gouave et de Petit-Gouave. Environ 5260 candidats répartis dans 16 centres sont attendus à ces épreuves dans ces deux communes de la région des Palmes, nous dit notre correspondant Eugène Raymond. Toute disposition déjà prend pour bon déroulement examen 9e année fondamentale dans la commune de Grand-Gouave et Petit-Gouave. Selon l'inspecteur principal en district scolaire région Gouavienne, Jean-Mario Gibbs, 5260, c'est quantité de candidats qui doivent répondre à présent dans la salle d'examen qui regroupe 3 districts qui est éparpillés dans 16 centres d'examen. Inspecteur Jean-Mario Gibbs a demandé à candidats pour respecter consignes qui établi pendant le déroulement examen. Parmi les consignes, nous capables à citer usage en téléphone qui est interdit dans la salle d'examen. Si toutefois un responsable à centre takembe un candidat a violé un principe il a fait appel à juge de paix pour éliminer candidat. Si nous t'accroît inspecteur Jean-Mario Gibbs. Préparer centre d'examen. Actuellement, son réunion fait tout faire là avec superviseur et responsable de centre pour une nouvelle consigne qui vient pour question d'examen 9e année fondamentale. 16 centres d'examen qui répartis en 3 circuits. Nous connaissons une partie dans Grand-Gouave qui fait partie des districts scolaires de Petit-Gouave. Nous 5260 candidats qui répartis dans 3 circuits. Toujours les mêmes consignes. Nous avons qui surprendre avec un téléphone dans la salle d'examen, éliminer les. Inspecteur principal à district scolaire Tigouave là, Jean-Mario Gibbs a montré qu'il est très confiant pour déroulement examen 9e année fondamentale dans la commune de Tigouave à Grand-Gouave. Pendant le préciser, sanction pas seulement réservée pour candidats mais il y a une sanction qui réserve tout pour superviseur, surveillant et responsable santé si toutefois il est impliqué dans l'action vagabondage pendant le déroulement examen. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. À Saint-Marc-en-Chouchon, au total 5155 candidats répartis dans 17 centres qui participeront aux examens officiels de la 9e année selon les responsables de l'éducation dans la cité de Nice à Jassaget qui donnent eux aussi la garantie que toutes les mesures sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves en ligne. Guilianou, c'est facile. Toute bagaille déjà parée pour le déroulement examen 9e année fondamentale au niveau de Saint-Marc, d'après information responsable bureau district scolaire BDS Saint-Marc, confirmé par Vision 2000. Il y a environ 5155 candidats qui ont bien pour subir l'épreuve 9e année dans le cité initiale stagiaire. Élèves a bien pour composer dans 17 centres d'examen. Autorité d'éducation mettait disponible dans l'occasion. L'épreuve a déroulé en bas contrôle 172 surveillants et 37 superviseurs. A bien 17 responsables centres d'examen au niveau de Saint-Marc. N'a fait connaître bien centre collège James Thailand qui transféré dans le dernier moment dans le collège Lamuse Pivet Saint-Marc d'après responsable du district scolaire BDS là. Il est important pour nous signaler, examen 9e année fondamentale là, faut qu'on même commencer l'équité Yongou Amé dans la communauté Saint-Marcoise là, principalement la carrière secteur éducatif là, suite à la mort tragique. Ingénieur Gaspard Accident, directeur du Crédit Agricole Saint-Marc BCA, qui en même temps vice-recteur Université Polytechnique Martin Luther King Saint-Marc, qui a l'école privée dans la ville là, qui mourit dans un terrible accident, circulation machine, samedi 1er juillet, non moment.